Qu'est-ce que tu joues là? Ce qui me passe par la tête. Joue-moi autre chose, tu sais quoi? Non, pas trop. Tu l'as joué pour elle, joue-le pour moi. Je suis pas sûr de me rappeler. Fais ce que je te dis et joue cet air. Obéis. Bien, patron. Casablanca. Je crois qu'il s'agit d'un des films les plus cultes du cinéma, régulièrement catapulté au haut de pratiquement tous les top cinémas, même par l'American Film Institute, qui le place 3e en tant que plus grand film américain, juste derrière Le Parrain et l'indéboulonnable Citizen Kane. Ce qui est pas mal pour un film qui est adapté d'une pièce de théâtre qui n'a jamais été jouée à l'époque, dont les acteurs ont tous été changés, et dont le scénario passé entre plusieurs mains a été modifié même pendant le tournage. Bref, Hollywood était déjà Hollywood en 1942. Bref, je vais éviter de trop m'étaler sur le sujet comme du Nutella sur une tartine trop grande, si vous devez retenir deux choses. C'est que 1. La forme du top doit être une forme légitime vu qu'elle est utilisée par les institutions depuis quand même un bon bout de temps, et que deuxièmement, le film est un putain de classique et si tu aimes le cinéma, ce film est un immanquable, autant pour ses qualités intrinsèques que pour comprendre toutes les références qui découlent de ce film. Car oui, je crois que ce film est sans doute l'un des plus référencés de tous les temps. D'ailleurs, en parlant de références, il est temps de nous attaquer à celle qui nous intéresse aujourd'hui, avec une adaptation de Casablanca en bande dessinée, avec Mickey, Minnie et toute la bande dans les rôles titres. Oui, ça peut sembler casse-gueule. Pour être franc, quand j'ai découvert l'existence du titre, j'ai pensé la même chose. Et puis comme je suis en plein trip disneyen actuellement dans mes lectures, alors j'ai pris la version numérique sur Comixology et c'était parti. Et bon sang, c'était même plutôt pas mal. Sérieusement, on reprend ici l'histoire du film, celle d'une population occupée qui doit fuir jusqu'à Casablanca pour espérer obtenir un visa et s'enfuir vers la terre de liberté que représente alors l'Amérique. Seulement c'est souvent ici que s'arrête le chemin pour beaucoup car le pays oppresseur dirige dans l'ombre sous couvert de l'autorité locale. Bon, ici, point de France et d'Allemagne, c'est qu'il faudrait pas choquer en parlant d'histoire réelle, et l'Allemagne est toujours très tatillon sur la question de sa représentation lors de cette époque, et on voudrait quand même bien vendre nos produits là-bas. D'ailleurs, tout type de vie s'y est ici oublié. L'argent est remplacé par des légumes, les gens ne meurent pas mais se font simplement assommer, et c'est un peu dommage car cela amoindrit l'effet de certaines arrestations, pourtant normalement synonyme de mort dans l'œuvre originale. D'ailleurs, c'est bizarre d'enlever la violence dans un comic sur Mickey, je veux dire, Mickey a commencé sa carrière dans la bande dessinée en voulant se suicider à tout prix, je le rappelle. On pourrait croire que cela est mauvais, que tout ce qui détruit la force de l'œuvre première est intolérable, et pourtant, ça marche. Ça marche parce que le comics est conscient de ce qu'il est, et on joue grandement. Partant de ce postulat, il se veut une parodie, et commence comme tel, avec des gags tantôt purement Disney, puis petit à petit utilise des gags qui accentuent le sous-texte du film, pour finir par se caler au bout de quelques pages sur l'intrigue principale. Et fonctionne à peu près grâce aux personnages. Car oui, les personnages principaux sont remplacés par des personnages connus de l'univers Disney. Mickey va y jouer Rick, l'américain désabusé et neutre qui va s'engager contre les Zirconiens, Minnie son amour perdu, Dingo le pianiste jazzy, Patibulaire un méchant général ennemi, le commissaire Finot la police locale qui collabore mais bon, et Horace est le compagnon actuel de Minnie. Oui, normalement, c'est ça l'histoire, mais là, comme on voulait pas dire qu'une souris et un cheval pouvaient sortir ensemble, ça a été changé. Je veux dire, soyons sérieux, un cheval et une vache, oui, mais un cheval et une souris, je veux dire, restons raisonnables. Du coup, on parle ici de manager musical, ce qui est pas une si mauvaise idée quand on repense à l'importance de la musique dans l'œuvre originale. Comme la musique est absente du format BD, l'intrigue tourne un peu plus autour, comme un rappel de cela. D'ailleurs, très vite, seule la partie musicale, avec Dingo en son centre, reste dans le gag et la parodie, le reste devenant plutôt sombre pour une BD Disney. Par exemple, Mickey reprend bien certains traits du taciturne Rick, et on a gardé quelques attitudes, et il est bien rare de voir la souris avoir autant de réparties. Il faut dire que cela doit beaucoup à l'artiste scénariste de ce comics, Giorgio Cavazzato, un habitué des comics Disney qui a aussi œuvré un peu en dehors, comme pour des comics Angry Birds, ouais désolé, et aussi une histoire de Spider-Man intitulée Le Secret du Verre. Son style ici se fait extrêmement précis, dans un noir et blanc qui reprend bien sûr celui du film de 1942, et en 1942 on pouvait pas faire autrement, et surtout sublime les silhouettes des personnages Disney.
déjà extrêmement reconnaissable. Sans ce dessin stylisé, il est sûr que la réadaptation proposée serait moins poignante. Surtout que la BD, malheureusement, ne va pas jusqu'au bout et modifie la fin de l'original, un peu comme le fait lui-même un épisode des Simpsons, ce qui, je trouve, fait perdre un peu de force à cette adaptation. Néanmoins, dans le genre Disney refait des films à sa sauce, je pense que c'est l'œuvre la plus marquante. Plus que les quelques cartoons du genre Un conte de Noël, oui carrément, et certainement mieux que d'autres BD comme La Guerre des Mondes ou Le Fantôme de l'Opéra. Et la prochaine fois, on parlera d'un certain surfeur argenté. Et non, j'ai pas besoin d'en dire plus pour hyper normalement.